pour la chronique juridique, bien, on est avec notre chroniqueur Dominique Tremblay qui est en compagnie de Charles Brassard ce matin. Ça va bien, les gars? Ah, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vers quoi va se diriger la chronique aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, François, moi, on va parler d'entreprise. Entreprise avec un grand E, parce que tu vas voir, il y a plusieurs sortes d'entreprises. On va essayer de démêler tout ça. Et puis, c'est sûr que ça prend des gens un peu qui connaissent plus le milieu. C'est pour ça que j'ai fait appel à Charles Brassard aujourd'hui, qui pratique essentiellement en droit corporatif pour venir nous parler un peu des entreprises, les formes, etc. OK. Donc, Charles, vas-y, c'est à toi. Au niveau des entreprises. Bonjour François. Donc, ce matin, je vous parle des éléments considérés au démarrage d'une entreprise, comme l'a mentionné Dominique. C'est certain que quand un entrepreneur décide de démarrer sa propre entreprise, il ne va pas nécessairement aller rafler tout de suite les gros contrats. Il ne va pas nécessairement avoir beaucoup de sous au début quand il va commencer. Donc, ce n'est pas nécessairement la bonne chose d'aller tout de suite s'incorporer une société par action, une compagnie, comme c'est connu plus largement. Dans les faits, le Code civil prévoit une définition très, très large de ce qu'est une entreprise. On dit constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice par une ou plusieurs personnes d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation ou dans la prestation de services. Donc, on voit que c'est très, très large. Donc, il n'y a pas seulement les corporations, les compagnies, il peut y avoir d'autres types d'entreprises. Donc, les formes juridiques habituelles, dans une PME, normalement, on va avoir une entreprise individuelle. On peut avoir une société par action qui va être formée soit par la loi sur les sociétés par action ou la loi canadienne sur les sociétés par action, qui est de régime fédéral. Ou on peut avoir aussi des sociétés de personnes, qui sont les plus connues, c'est la société en commandite et la société en non collectif. Nous, ce matin, on va se concentrer sur l'entreprise individuelle et sur la société par action. OK. Là, je parle de société par action, mais les gens connaissent probablement plus ça sous le nom de compagnie. En 2011, il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur. Et depuis ce temps-là, on parle plus vraiment de compagnie, on parle de société par action, autant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. OK. C'est pour ça que les sociétés où on peut avoir une part en achetant des actions. Des actions, mais une société individuelle, à ce moment-là, ça serait... L'entreprise individuelle, j'y viens, là, c'est mon point, justement. L'entreprise individuelle, il n'y a pas de part, il n'y a pas d'action. C'est une continuité, si on veut, de l'entrepreneur lui-même. OK. Donc, ça appartient à une seule personne. Dans les caractéristiques, là, il y a le propriétaire qui en retire. C'est le propriétaire qui en retire personnellement les bénéfices. Donc, c'est lui qui va être imposé. Il n'y a pas une entreprise qui est imposée à part. Par exemple, j'ouvre mon casse-croûte, je suis autonome, indépendant. Là, je serais dans société individuelle. Ça pourrait être une entreprise individuelle, parce qu'il y a vraiment une nuance à faire. La nuance est là aussi. Ouais. C'est ça. Ça peut être tant que l'entreprise n'est pas incorporée et qu'il y a seulement un actionnaire. Parce que ça, c'est bien important. C'est un des points très, très importants, que c'est ça. Si jamais il y a deux personnes qui sont propriétaires de l'entreprise... Là, c'est une société par action. C'est soit que ça va être une société de personnes, en non collectif ou autre chose, ou soit que ça va être on va s'incorporer une société par action. OK. Dans le fond, le bon véhicule, quand on est plus de deux personnes, ne peut pas être une entreprise individuelle. Quand on est plus de... Donc, pour une entreprise familiale, par exemple, ça serait probablement une société de personnes, par personne, je veux dire. Une entreprise familiale. Une entreprise familiale, un commerce familial. Pas nécessairement. Ça peut, généralement, si l'entreprise prend de l'ampleur, on va l'incorporer de toute façon. OK. C'est ça, mon autre point, c'est ça aussi, parce que dans le fond, le propriétaire d'une entreprise individuelle est responsable des dettes de la société, comme si c'était son propre avoir. C'est son avoir, en fait. C'est sa propriété qui est, si on veut, jumelée avec avec celle de l'entreprise. Ouais. Donc, si l'entreprise individuelle fait faillite, le propriétaire fait faillite aussi. S'il n'y a plus d'un propriétaire, à ce moment-là, ça va être, c'est ça, on va incorporer une société par action ou on va prendre un autre véhicule, une autre forme juridique, comme une société de personnes. OK. Si, tu me parlais tantôt, si c'est familial, il n'y a pas de problème à avoir les enfants qui travaillent dans l'entreprise individuelle, il n'y a pas de problème à avoir d'employés dans l'entreprise individuelle, du moment qu'il y a seulement un propriétaire.
C'est comme ça, en fait. C'est plus comme ça qu'il faut voir ça. OK. Si les enfants veulent des parts de la société, donc devenir propriétaires, à ce moment-là, il faut que ce soit une société par action ou il faut que ce soit en nom collectif. Donc, c'est vraiment... C'est comme on disait au début, de toute façon, la définition est large. La définition est large. D'entreprise, la définition d'entreprise est très large. Ouais. Tout dépend du véhicule, après ça, qui est le plus approprié dans les circonstances. Par exemple, si on prend la société par action, il y a une entité juridique distincte. Dans la société par action, il y a un rapport d'impôt à fournir à la fin de l'année par la société elle-même. Parce qu'il y a des comptes à rendre à des actionnaires, Il y a des comptes à rendre aux actionnaires, mais souvent, les actionnaires, l'actionnaire, il peut y avoir seulement un actionnaire, 2 actionnaires, 3 actionnaires qui vont être dans un si on veut, dans un... pas un vase clos, mais qui vont être assez proches. Souvent, ils vont avoir connaissance de ce qui se passe dans l'entreprise. Quand on parle de PME, là, principalement. Mais oui, il y a des comptes à rendre, effectivement, par les administrateurs aux actionnaires à la fin de l'année. Aussi, souvent, aux banquiers, aux prêteurs, parce que les prêteurs veulent savoir qu'est-ce qui se passe souvent quand il y a des prêts impliqués. Il y a pas... Les administrateurs vont avoir une responsabilité en tant qu'administrateurs au sein de la société par action, mais les actionnaires, qui sont souvent les mêmes, en tant qu'actionnaires, notre seule responsabilité est limitée à l'apport qu'on a fait en argent ou en biens pour obtenir les actions. Donc, ce qu'on peut perdre, normalement, c'est ça. Sous réserve, par contre, de la responsabilité des administrateurs qui peut être engagée pour certaines dettes de la société. Par exemple, des retenues à la source que la société doit remettre, par exemple, aux autorités fiscales. Si les retenues à la source ne sont pas prélevées, ne sont pas remises, et que la société est en faillite, que la société n'a plus de biens pour payer ces montants-là, le fisc peut se retourner vers les administrateurs qui étaient en poste pendant ce moment-là et aller le chercher dans leur poche à eux. OK. Exactement. Donc, c'est ça, il faut faire attention à ça. C'est une responsabilité limitée, mais avec certaines limites quand même. Mais qui ne s'appliquera pas dans tous les cas. Ça va être vraiment dans... C'est des cas spécifiques. C'est ça. La retenue à la source en est une. Il y en a d'autres aussi. Ensuite, je peux mentionner qu'il y a une existence qui est permanente dans la société par action. Jusqu'à la dissolution de la société, la société continue d'exister. OK. Ensuite, on voit par rapport à ça qu'il y a un choix à faire au niveau de la forme juridique qu'il va y avoir des impacts fiscaux, comme je l'ai mentionné. Il va y avoir des impacts aussi fiscaux pour ce qui est du taux d'imposition, qui va être différent d'un individu par rapport à une société par action. Il va y avoir aussi des frais de comptabilité qu'il ne faut pas oublier, parce que ça, c'est un point important. Des fois, il peut y avoir des entreprises individuelles ça va bien. Il y a assez d'argent pour faire vivre l'individu qui exploite cette entreprise individuelle-là. Mais si on fait 50-60 000 en revenus avec l'entreprise, c'est pas nécessairement la bonne chose, ou ça peut l'être, mais c'est pas automatiquement la bonne chose d'aller s'incorporer une entreprise parce qu'il y a des frais qui sont reliés à ça. Il y a des frais de comptabilité, il va y avoir des frais de rapport d'impôt à la fin de l'année qu'il va falloir faire. Il va y avoir des frais aussi pour préparer les états financiers. C'est tous des frais qui sont reliés au fait qu'on a une entité juridique supplémentaire. Donc, ça, c'est un point très important. Est-ce qu'on a une formule gagnante ou c'est vraiment toujours du cas par cas? C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Il faut regarder ça avec l'entrepreneur. Du côté de la responsabilité limitée, c'est sûr que c'est assez important. Ça, c'est l'autre élément majeur. Toutefois, une entreprise, toutes les entreprises, mais une entreprise de service, par exemple, qui n'aurait pas un immeuble ou qui n'aurait pas une voiture ou des biens en sa possession, même si c'est une société par action, un banquier qui va vouloir, qui va accepter de prêter de l'argent à une société par action, s'il ne peut pas se prendre de garantie sur les biens de la société parce que la société n'a tout simplement pas de biens clairs, de valeur et qui serait clair, qui serait libre de toute charge. À ce moment-là, c'est très fréquent que le banquier va demander, le banquier ou l'institution financière va demander un cautionnement personnel de l'actionnaire. Pour garantir le prêt, pour garantir le remboursement du prêt. Donc, ça va vraiment aller selon à ce moment-là, le produit ou le service qui est offert. C'est ça, le chiffre d'affaires aussi, s'il y a un lieu, une bâtisse, des éléments. S'il y a des biens sur lesquels ils peuvent se prendre une garantie. C'est ça. Puis tout dépendamment de l'ampleur de l'entreprise aussi. Mais quand on parle d'entreprise en démarrage, normalement, comme je vous dis, c'est pas rare
que le banquier va exiger d'avoir une caution. Comme assurance. Ce qui fait en sorte que le côté limité de la société par action est quand même nuancé, si on veut. Mais j'imagine quelqu'un qui a déjà plusieurs entreprises puis qui en part une nouvelle, ayant déjà un nom dans le milieu, peut-être qu'à ce moment-là, le banquier n'exigerait pas ce... Ça, c'est possible. C'est du cas par cas. Ça, c'est du cas par cas. Puis après ça, c'est tout dépendamment à quel point on connaît le banquier avec qui on fait affaire. Il y a tous ces éléments. Sûr que... Puis tout dépendamment, évidemment, du montant qu'on demande au banquier. Ensuite, dans les points importants, il y a l'immatriculation de la société. L'immatriculation qui se fait auprès du registraire des entreprises du Québec. Quand on parle d'une entreprise individuelle, il n'y a pas d'obligation de s'immatriculer, sauf si le prénom et le nom de l'entrepreneur n'apparaissent pas dans le nom utilisé par la société. Donc, si on prend plombier Dominique Tremblay, il n'y a pas de Inc. à ce moment-là, c'est juste plombier Dominique Tremblay, il n'y aura pas de problème, il ne serait pas obligé de s'immatriculer. Si c'est plombier au max, à ce moment-là... Plombier plus, par exemple. OK, c'est quand même intéressant comme... À ce moment-là, il faudrait s'immatriculer. C'est aussi pour que les gens sachent à qui ils ont affaire. Parce que plombier plus, c'est quoi? Bon, on s'en va au registre des entreprises, puis on va être capable de savoir si c'est Dominique Tremblay qui s'est enregistré là-dessus, puis on fait affaire avec qui. Une question aussi d'information pour le public. Donc, ça, c'est pour l'immatriculation? Ça, c'est l'immatriculation. Ça, c'est haut. Puis, mais il faut faire une nuance avec, c'est pas... Il y a l'immatriculation et ensuite, il y a l'incorporation. L'immatriculation, ce n'est pas l'incorporation. L'incorporation se fait simultanément quand on incorpore une société, par contre, une société par action au niveau provincial. Au niveau fédéral, si on incorpore une société par action, il va quand même falloir s'inscrire, s'immatriculer auprès du registraire des entreprises. OK. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que faut s'incorporer au niveau provincial et fédéral? En fait, il y a l'incorporation qui est la création de la société par action. Puis ensuite, il y a l'immatriculation qui est, si on veut, la publication des informations, une publication qui est obligatoire en vertu de la loi sur la publicité légale des entreprises. C'est cette loi qui fait en sorte que les entreprises individuelles qui n'ont pas le prénom et le nom de l'entrepreneur dans le nom qu'elles utilisent et toute société par action qui fait affaire au Québec doivent s'immatriculer. Est-ce qu'il y a des cas qui font exception? Si on prend, sans tomber dans le cliché de la petite fille qui vend de la limonade ou du petit gars qui tond le gazon, on prend des ados qui se partent une petite entreprise, réparer des consoles de jeux vidéo et des ordinateurs, admettons. Comme ça, pour se faire de l'argent de poche, est-ce qu'à ce moment-là, ils vont devoir aller chercher l'immatriculation, l'incorporation, ou légalement, étant donné qu'ils sont mineurs, on parle pas de « OK, c'est des jeunes, on les laisse faire ». Dans la loi, est-ce que les jeunes auraient le droit de faire ça sans avoir de nom d'entreprise, avoir une immatriculation, être incorporés? À ma connaissance, s'ils offrent un service, s'ils vendent des services ou ils vendent des biens, normalement, s'il n'a pas le nom de la personne qui est le propriétaire, toute entreprise doit s'incorporer. Fait qu'être mineur, excusez-moi, doit s'immatriculer. Oui, doit s'immatriculer. Donc, c'est ça ne les met pas, c'est pas une exception pour les jeunes. En principe, ça voudrait dire vendre de la limonade au bord de la rue. À la limite, ça prendrait une immatriculation. À la limite. Mais là, je comprends que c'est ça. On a du jugement aussi dans la vie. Et on sait que les enfants qui font ça, bon... Encore là, si tu vends de la limonade sur le coin de la rue, si c'est ton nom, mettons c'est François Fortin, je sais pas, c'est... François Fortin, pas de problème. Mais si c'est limonade, encore, on reprend l'exemple, limonade, je sais pas, moi, juste limonade, là, dans ce cas-là, peut-être que tu aurais besoin de t'immatriculer. OK. Fait que faut vraiment vérifier, il faut vraiment s'assurer parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises qui naissent à tout instant. Et qui meurent aussi. Et qui meurent aussi dans des gens qui partent de leur salon puis des produits qu'ils mettent en vente sur Internet. Donc, la loi va s'appliquer pour eux aussi. Exact. Même si on passe par Internet, c'est comme on dit, s'il y a besoin d'un prêt, le banquier va demander une garantie personnelle. Mais fait qu'il faut vraiment s'informer puis s'assurer qu'on est dans la loi. C'est quand même complexe comme milieu, comme univers. C'est assez technique. Oui. Mais une fois qu'on travaille là-dedans, moi, je fais pratiquement... c'est ça, une fois qu'on je rencontre concentre beaucoup ma conseiller, pratique dans ce domaine-là, donc c'est des choses qu'on voit pour un aider peu les tous les gens jours. à se diriger exact, dans tout ça. Exact. Tu connais très bien... Puis ce qui m'amène justement là, à mon prochain point, quand on va incorporer la société au niveau du registre des entreprises,
on va avoir le choix soit d'avoir une compagnie qui va être une société par action qui va avoir une désignation numérique, les fameuses Québec Inc. Ouais. Ou au Canada, les Canada Inc., là, avec des numéros. Ça, c'est des compagnies ou des sociétés qu'on peut avoir très, très rapidement. On va la créer très, très rapidement. Il n'y a pas de vérification qui est faite à l'interne auprès du registraire des entreprises. Par contre, si on veut qu'elle ait un nom, parce que le nom de l'entreprise, on sait que c'est très, très important, il faut absolument que le nom au Québec soit conforme à la Charte de la langue française. Très important. Il faut aussi que le nom ne porte pas à confusion avec une entreprise, avec une autre entreprise en général, mais surtout, bien évidemment, parce que la confusion est plus facile, avec une entreprise qui offre des services similaires ou qui vend des produits similaires. OK. Et finalement, le nom de l'entreprise, si on le crée, exemple, si on a un enfant qui s'appelle Charles et un autre enfant qui s'appelle Dominique, et qu'on appelle notre entreprise, les entreprises Shadow, C-H-A-D-O. Ce mot-là n'existe pas dans le dictionnaire. Il va falloir l'expliquer. Qu'est-ce que c'est, ce mot-là? Parce Il faut être en mesure d'expliquer le nom du... Exact. Ben, c'est ça. Il faut s'attendre à se faire poser la question. Si on invente un mot. Si on invente un mot. OK. Exact. Ou si... oui, c'est ça. Et donc... on pourrait pas dire ça s'appelle Chabada Boum Boum. Faut l'expliquer. C'est ça. Si on n'a pas d'explication, il faut en trouver une. Il faut en avoir une, absolument. Ensuite, pour ce qui est des éléments à déterminer, quand on va la créer, la société, qu'on va avoir à remplir comme dans le formulaire, il faut absolument mentionner qui vont être les administrateurs. Il va falloir mentionner, évidemment, les actionnaires, les dirigeants, le président, le secrétaire, le trésorier, ces informations-là. La nature des activités de la société. Qu'est-ce qu'on fait dans cette société-là? Est-ce que c'est de la gestion? Est-ce que c'est de la construction? Ça, il faut préciser ça. Le nombre de salariés et aussi les autres noms utilisés au Québec. Et ça, principalement, surtout si l'entreprise a une désignation numérique. Parce que faire affaire sous le nom d'une société avec une désignation numérique, c'est très, très rare. C'est pas conseillé. C'est difficile de se rappeler du nom. Oui. On imagine. Ensuite, pour ce qui est évidemment, des formalités, quand on a une société par action par rapport à une entreprise individuelle, il y a beaucoup plus de formalités, beaucoup plus de paperasse. Il faut tenir à jour, entre autres, un livre de société où on va avoir toutes les résolutions, les procès-verbaux des administrateurs, des actionnaires. On va avoir une description du capital action qui est en fait si on veut, le descriptif des caractéristiques de chacune des catégories d'actions que la société peut émettre, qui n'est jamais le même. D'une action à l'autre, le descriptif change toujours, les caractéristiques changent toujours. Ensuite, la répartition pour les actionnaires, je l'ai mentionné. Ensuite, les détails là, comme la date de fin d'année financière, les experts comptables, les institutions financières, les signataires des chèques, ces choses-là. Il faut prévoir ça. Ça, nous, évidemment, on offre ce service-là. Ouais. C'est nous, habituellement, qui préparons le livre de la société, qui rédigeons toutes les premières résolutions et tout ça. Et une chose qui est très importante quand il n'y a plus d'un actionnaire dans la société par action, si on est 2, 3 ou 4 actionnaires, ou peu importe le nombre, c'est d'avoir une bonne convention entre actionnaires. Ça, c'est très important, et c'est très important surtout de la faire au début de la création de la société, quand ça va bien. Okay. Parce qu'il ne faut pas attendre que ça aille mal pour commencer à rédiger ou à faire rédiger cette convention-là, parce que c'est plus difficile de s'en sortir. Idéalement, dès le départ, et de faire affaire avec un professionnel pour une telle convention, parce que c'est assez complexe. On traite là-dedans habituellement des choses comme la gestion en général de la société, mais aussi, par exemple, des droits de chacun des actionnaires en cas d'émission de nouvelles actions par la société ou de transfert entre les associés, entre les actionnaires ou avec des tiers. On veut limiter ces transferts-là. On veut limiter la possibilité d'intégrer des tiers sans avoir, par exemple, l'accord ou la possibilité pour les autres actionnaires de souscrire à ces actions-là pour ne pas voir leur société vendue à d'autres. Comme dans le cas, tu disais tantôt, pour une entreprise familiale, quand c'est des actionnaires, puis frères, sœurs, etc., mais si un frère décide de vendre à un tiers qui n'est pas dans la famille, on ne retrouvera plus le lien. Fait que c'est important d'avoir une bonne convention. Ça fait de la chicane d'actionnaires. Oui, c'est ça, pour ne pas avoir trop de disputes. Exact. Ouais. Puis on peut prévoir dans ça aussi des exemples de cas de retrait automatique pour, par exemple, s'il y a un vol, si un actionnaire commet un vol, on ne veut pas commencer à négocier avec quelqu'un qui a volé l'entreprise.
il peut y avoir une possibilité qu'en appliquant la convention d'actionnaire, la personne qui a volé doit automatiquement vendre ses actions à la société ou aux autres actionnaires et des choses comme ça. Ou encore des engagements de non-concurrence. Si un actionnaire décide de quitter, par exemple, la société, après ça, bien, on veut limiter sa possibilité à lui, qui connaît en plus toutes nos informations financières, toutes nos façons de faire, de s'ouvrir une autre entreprise du même type, dans le même domaine, juste à côté ou dans un territoire assez rapproché. Donc, ça fait pas mal le tour des points que j'avais à parler aujourd'hui. Et j'imagine qu'en profondeur, c'est encore plus complexe que ça. En profondeur, c'est encore plus complexe. Donc, c'est un survol. Oui. Puis ce que je veux, en finissant, je voudrais mentionner que c'est vraiment important, justement, de faire affaire avec un professionnel qui est compétent dans ce domaine-là, parce qu'on part, ça, c'est les bases. Quand on crée la société, quand on rédige la convention d'actionnaire, c'est les bases sur lesquelles on va s'appuyer pendant toute la vie de l'entreprise, de la société par action. Donc, c'est très important que ce soit bien fait. Et c'est là que vous intervenez avec des professionnels compétents. Voilà. Donc, on invite les gens qui veulent démarrer une entreprise ou qui en ont déjà une, qui veulent remettre de l'ordre, changer des aspects ou la mettre à jour, à vous contacter. Et vous êtes là pour répondre à leurs besoins. Et c'était notre dernière chronique avant l'été. Je voulais te remercier, François, toute ton équipe aussi. Ça a été super cette année. On a bien aimé nos chroniques. Bien, pareillement, on a beaucoup apprécié l'expérience. Vous êtes les bienvenus l'année prochaine. Puis écoutez, les gars, je vous souhaite un bel été et des belles vacances. Puis au plaisir de se revoir à l'automne. Parfait. Merci. Salut. Merci.